On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo science avec un sujet que, pour le coup, je trouve vraiment incroyable. Les plantes communiquent. Elles sont capables de communiquer avec d'autres espèces, comme on l'a vu dans la vidéo sur le chou. On a vu que ce chou, lorsqu'il est attaqué par une chenille, est capable d'appeler le parasite de cette chenille pour se défendre. Et des exemples comme celui-là, je vous assure qu'il y en a des tas. Mais les plantes sont aussi capables de communiquer entre elles, et ça va faire bientôt un demi-siècle qu'on le sait. Bon, là, vous vous dites peut-être qu'on va encore parler de cette histoire d'acacia, qui, lorsqu'ils sont grignotés par les antilopes koudous, sont capables de se défendre et de prévenir leurs congénères autour qu'il y a une attaque. Alors oui, on va survoler cette histoire pour poser le contexte, mais vous allez voir que ce qu'on découvre aujourd'hui au sujet de la communication entre les plantes va tellement loin que je me suis dit, il faut absolument que je vous raconte cette histoire. Bon, on va déjà voir cette histoire d'acacia, comme ça, ceux qui la connaissent, cette histoire, vous allez pouvoir passer ce premier chapitre et aller directement à la suite. Alors cette histoire, moi je l'ai entendue pour la première fois dans une très vieille série faite entre autres par Jean-Marie Pelt, une série qui s'appelle L'aventure des plantes, et dans laquelle il raconte que dans les années 80, en Afrique, des éleveurs d'antilopes koudous, des grosses antilopes qui se nourrissent d'acacia, ont un jour trouvé leurs antilopes mortes alors qu'elles avaient l'air en bonne santé, le ventre plein. Ils ont fait venir des vétérinaires pour voir de quoi ces antilopes étaient mortes, et puis en fait elles avaient le ventre plein d'acacia dont elles se nourrissent normalement, mais elles n'ont pas digéré ces acacias. Donc ils ont fait des recherches et ils ont remarqué que l'acacia, une fois qu'il était grignoté, il se charge en tanin, et du coup il devient indigeste. Dans la nature, ça n'était pas arrivé, ça a commencé à arriver quand les éleveurs ont décidé de faire évoluer leur technique d'élevage et ont donc décidé de parquer, d'enfermer leurs antilopes dans des parcs pour savoir quelles antilopes étaient à quel éleveur. Voilà, c'était apparemment plus logique comme ça. Mais ce qui s'est passé, c'est que comme les antilopes ne pouvaient plus se déplacer d'arbre en arbre, elles étaient obligées de manger toujours sur les mêmes arbres, et un arbre, lorsqu'il est attaqué, petit à petit, il se charge en tanin et il devient indigeste. Ça, ils l'ont découvert en faisant des expériences, en testant le taux de tanin de certains arbres, et puis en agressant entre guillemets ces arbres, en tapant sur les branches avec des bâtons pour voir comment l'arbre réagissait. Mais en faisant ces expériences, ils ont remarqué quelque chose d'assez incroyable, c'est que même les arbres qui n'étaient pas touchés, attaqués à côté, même ceux-là se chargeaient en tanin petit à petit. Et c'est donc là qu'on en a déduit que les arbres qui étaient attaqués se défendaient et puis diffusaient un message pour prévenir leurs congénères qu'une attaque était en cours. Voilà, c'est donc la première fois qu'on parlait de communication entre les plantes. Cette histoire a fait le tour du monde. Comme je vous l'ai dit, moi je l'ai vu dans une série, je l'ai aussi lu dans un livre. On est assez nombreux à avoir entendu parler de ça. Dites-moi en commentaire si vous connaissiez déjà cette histoire. Le fait est que cette histoire ne plaît pas tant que ça aux scientifiques parce que justement elle n'a pas vraiment de validation scientifique. On en parle beaucoup, mais les scientifiques, eux, ont un fonctionnement quand même très organisé. Et en général, quand on fait ce genre d'expérience, on pose un protocole, une méthodologie, un cadre, une façon de réaliser son expérience, dans un but assez précis, c'est que d'autres scientifiques puissent vérifier comment s'est passée l'expérience et puissent la réaliser de leur côté exactement de la même manière. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait un cadre très précis qui soit posé, et que les scientifiques qui la réalisent de la même manière obtiennent le même résultat, ce qui prouve la vérité de ce qu'on vient de vérifier. Et pour cette histoire-là, vous pouvez aller fouiller sur internet, essayer de trouver des publications scientifiques qui parlent de ça. Moi perso, j'en ai pas trouvé. Dites-moi si vous en trouvez, mais voilà, cette histoire a fait le tour du monde, mais il n'y a pas de publication précise qui parle de ça et qui donc prouve vraiment la vérité de cette histoire. Mais si vous allez fouiller, par contre, vous allez peut-être tomber sur une autre histoire qui est la publication originelle par rapport à la communication entre les plantes. C'est une expérience qui a été réalisée par David Rawls en 1979. La publication date de 1984. C'est la date à laquelle on a commencé pour la première fois à parler de communication végétale. Donc pour son expérience, il a posé un cadre très précis et donc il en a fait une publication qui est encore donc accessible. Je vous mets un lien par là si vous voulez aller voir la publication originale. En fait, ce lien il vous envoie vers une page de mon site internet sur lequel vous avez toutes les publications dont je vais vous parler dans cette vidéo accessibles. Et à la fin de cette vidéo, d'ailleurs, je vous parle un petit peu plus de ces publications, comment les trouver, où les trouver, comment les comprendre, tout ça, je vous en parle tout à l'heure. Donc dans cette publication, il a juste voulu expliquer comment deux types d'arbres, un saule et un aulne, réagissaient à l'attaque de deux types de chenilles. Une des deux, c'est un type de chenille processionnaire d'ailleurs, il me semble. Et donc il a voulu expliquer comment les arbres réagissent à certaines attaques et comment, après une petite attaque, ils se préparent à mieux réagir à la prochaine attaque. Et donc pour faire ça, le protocole, c'est d'avoir des lots d'arbres attaqués avec différents nombres de chenilles pour voir différents types de réactions, et à côté, lot test sur lequel il n'y a pas eu d'attaque pour vraiment avoir un comparatif. Et le souci qu'il a eu dans son expérience, c'est que le lot test sur lequel il n'y avait pas eu d'attaque, même lui réagissait. Et c'est donc dans cette publication qu'il explique, vu qu'il n'y a pas eu d'attaque sur cela,
et qu'il y a une attaque sur les autres, et que la réaction a été la même sur les deux, il y a dû avoir à un moment une communication, et c'est donc là que pour la première fois il utilise ce terme de communication entre les plantes, avec des pincettes en disant qu'il va falloir quand même vérifier tout ça et voir comment ça se passe exactement. Bon, le souci c'est que c'était très nouveau, 1984, on savait que les humains communiquent entre eux, on commence à se dire peut-être certains animaux communiquent entre eux, mais dire que les plantes communiquent entre elles, là pour le coup c'était très nouveau. Cette publication, ou en tout cas cette analyse, a été très mal reçue, et cette publication a d'ailleurs mis fin à la carrière de ce scientifique. Voilà, cette publication a donc bientôt un demi-siècle. Aujourd'hui c'est beaucoup plus communément admis que les plantes communiquent entre elles. Déjà quand on parle de communication, on peut clarifier ce mot. Communiquer, c'est le fait qu'un être vivant diffuse un message, et qu'à côté, un autre être vivant reçoit ce message et réagit en fonction de ce message. C'est ça la base de la communication. Et sur ces sujets-là, il y a des tas de publications. Allez vous amuser à fouiller sur internet dans les publications scientifiques, vous verrez qu'il y a des tas de publications. Il y en a d'ailleurs une que je trouve très intéressante, que vous trouverez aussi sur mon site internet avec toutes les autres publications de cette vidéo. Une publication qui en rassemble 48 autres, qui parlent toutes de communication entre les plantes, et qui ont toujours le même retour. En gros, il y a deux trucs qui ressortent de ça, c'est que la plupart des plantes, enfin plus de 99%, diffusent des messages, et en général, les plantes qui reçoivent les messages sont plus résistantes aux attaques que les autres ont subies, et pas elles. Donc voilà, il y a vraiment une communication. Et d'ailleurs, pour clarifier un peu toutes ces réactions des plantes par rapport aux attaques, dans la très grande majorité des cas, une plante qui est attaquée va réagir de deux manières différentes. D'un côté, elle va se chargée en différentes molécules, généralement des tanins, pour être moins digeste et moins facilement attaquée. Donc une plante qui est attaquée est consciente de cette attaque et elle va se défendre, et elle va diffuser des molécules dans l'air. Et ces molécules, elle va les diffuser pour, en général, trois raisons. Première raison, ça va être pour perturber les insectes qui l'attaquent et pour donc se défendre encore un petit peu plus. L'autre raison, ça va être, comme on l'a vu dans la vidéo sur le chou, ça va être pour attirer les prédateurs des bestioles qui les attaquent. Et la troisième raison, celle qui nous intéresse, ça va être pour prévenir les autres plantes autour qu'il y a une attaque en cours. Et ce qu'on va voir un peu plus en détail d'ici la fin de la vidéo, ça va être justement le message diffusé pour prévenir les autres plantes autour, c'est quoi la nature de ces messages, quelles sont les plantes qu'elles préviennent autour, de quelle manière, dans quel cas elles préviennent, de quelle façon, voilà, il y a tout un tas de subtilités dans ces messages-là, et vous allez voir, c'est énorme, mais ça on va y venir tout à l'heure. Avant d'aller un peu plus loin sur toutes ces nouvelles découvertes là qui me font vraiment moi triper en ce moment, on pourrait quand même s'arrêter une minute sur le fait qu'on a découvert, ok, les plantes communiquent entre elles, 99% des plantes le font, et les plantes qui reçoivent les messages d'alerte d'autres plantes, même si elles ne sont pas attaquées, elles vont être dans tous les cas plus résistantes aux attaques qu'elles pourraient subir ensuite, ou être moins attractives et donc subir moins d'attaques, donc c'est quand même intéressant ça. Et dans l'agriculture, on commence justement à développer ça. Si on arrive nous à reproduire le message, donc c'est juste une molécule, enfin différents types de molécules qui sont envoyées dans l'air auxquelles les plantes réagissent, nous on pourrait reproduire ces molécules, les envoyer sur nos cultures, et on serait moins dépendant aux pesticides, et on aurait des plantes qui seraient donc plus résistantes, moins attaquées, et ça de manière très naturelle, très propre. Donc déjà, là, il y aurait un truc super intéressant à travailler. Bon, je le dis, c'est pas de ça qu'on va parler aujourd'hui, ça pourrait être un sujet intéressant pour une autre vidéo. Là, aujourd'hui, on va parler de communication. Je sais pas si vous saviez ça déjà, que les plantes communiquent entre elles. Si ça, c'est déjà nouveau pour vous, je vais vous laisser 2 minutes pour digérer cette information. En attendant, je vais vous raconter une histoire d'oiseaux, et après, on va retourner un peu plus loin sur les plantes. Il y a des expériences en Australie qui ont montré que certains oiseaux communiquent entre eux et puis entre différentes espèces. Quand ils subissent une attaque, ils vont diffuser un message d'alerte, ils vont chanter un message d'alerte qui va prévenir leurs congénères qu'il y a une attaque en cours. Mais ils ont remarqué certaines choses intéressantes, c'est que selon le type d'attaque, selon l'urgence, la proximité du prédateur, selon le niveau de danger, le message n'est pas forcément le même. En gros, lorsque l'attaque est légère, le prédateur est loin, il y a peu de prédateurs, le danger n'est pas énorme, les oiseaux vont diffuser un message d'alerte assez faible, qui va être compris uniquement par leurs congénères de la même espèce. Mais lorsque le danger est plus important, que le prédateur est plus proche ou quoi, eh ben, le message est plus fort, plus important, et dans ce cas-là, même des oiseaux d'une autre espèce captent ce message et réagissent à ce message. Donc il y a une communication au sein d'une espèce, ça paraît logique,
Mais il y a aussi une communication entre différentes espèces qui ne sont pas forcément censées comprendre le langage d'autres animaux, d'autres espèces différentes. Donc voilà, on vient de découvrir ça pour les oiseaux. Et donc là, on va en venir au sujet principal de cette vidéo. On vient de découvrir un peu le même processus chez les végétaux. Et on a même découvert que chez les plantes, il y a des choses qui vont encore un peu plus loin que ça. Toutes ces découvertes, forcément, se sont faites par étapes. Je vous ai moi déjà raconté l'histoire du chou qui est capable d'appeler un parasitoïde. On a vu que dans les acacias qui se font grignoter par les antilopes, ils sont capables d'appeler d'autres acacias. Donc on sait aujourd'hui qu'il y a différents types de communication entre espèces différentes et au sein de la même espèce, mais il y a eu beaucoup d'étapes pour en arriver là. Par exemple, à une époque, certains scientifiques ont émis l'idée que le fait que les arbres communiquent entre eux pour se prévenir, au sein de la même espèce déjà, certains scientifiques ont dit que même ça c'est probablement une mauvaise interprétation. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, une plante, lorsqu'elle est attaquée, une branche, imaginez un arbre qui est assez gros, une branche se fait attaquer, l'arbre, une des réactions, ça va être de se défendre lui déjà. Avant de prévenir ses congénères, il se défend lui. Et pour prévenir tout l'arbre qu'il y a une attaque qui est en cours, si l'attaque elle est sur une branche, les choses logiques qu'on voyait déjà au début, c'est que l'arbre, pour communiquer au sein de son propre volume, je ne sais pas comment on pourrait dire, la communication interne elle se fait par la sève. Une branche se fait attaquer, ça produit certaines molécules dans la feuille, ça passe par la sève, ça va aller jusqu'aux autres feuilles, et ça va mettre un temps assez long avant que tout l'arbre soit prévenu de l'attaque. Et donc certains scientifiques ont émis l'idée que les molécules qui sont émises dans l'air, elles ne sont pas émises pour communiquer avec les congénères autour, elles sont émises pour que tout l'arbre soit prévenu, et ça va beaucoup plus vite en passant par l'air qu'en passant par la sève. Et le fait que d'autres arbres réagissent autour, c'est juste une coïncidence en fait. La molécule que l'arbre émet pour communiquer avec ses autres feuilles, elle est comprise par les autres arbres, et c'est génial, c'est une coïncidence, mais c'est pas l'objectif de communiquer avec l'autre arbre. L'objectif à la base c'était juste de se défendre lui-même. Donc on aurait peut-être juste mal compris ses premières expériences et il n'y a pas vraiment de communication. Et donc ça c'est ce qu'on a pensé pendant un temps, jusqu'à ces nouvelles découvertes qu'on fait aujourd'hui. Une première chose qu'on a remarqué et qui est assez intéressante, c'est que selon le niveau de l'attaque, comme pour les oiseaux, selon le niveau de l'attaque, la molécule émise n'est pas la même. Et pour une petite attaque, alors ça a été fait sur certaines plantes avec certains types de chenilles, et puis on met un certain nombre de chenilles sur la plante, et en dessous d'un certain nombre, c'est un type de molécule qui est émise, et au-delà d'un certain nombre de chenilles, donc une attaque un peu plus importante, c'est une autre molécule. Et donc là déjà on pourrait se dire quelque chose, l'arbre qui subit l'attaque et qui émet ces différents types de molécules, lui-même réagit exactement de la même façon aux deux molécules différentes. Donc pourquoi avoir deux molécules différentes si lui réagit de la même façon ? Déjà, c'est qu'il doit y avoir autre chose. Et donc, ils sont allés tester les plantes autour. Et donc, ils ont remarqué que quand il y a une grosse attaque, la molécule qui dit qu'il y a une attaque importante, cette molécule-là agit sur beaucoup de plantes autour et même des plantes d'une autre espèce. Et donc là, on est exactement sur le même cas que pour les oiseaux. Une attaque importante, le message est compris par des plantes, même d'espèces différentes. Et lorsque l'attaque est faible, la molécule émise est comprise uniquement par les plantes de la même espèce. Voilà, donc là, on est exactement sur le même cas que pour les oiseaux. Mais là où ça va encore plus loin, et c'est cette publication que je trouve vraiment intéressante. Donc évidemment, cette publication, vous allez la trouver sur mon site internet. Vous allez même trouver une version que je vous ai traduite en français pour que vous puissiez la lire, parce que sinon c'est assez lourd à lire, une publication scientifique. Cette publication raconte une expérience qui a été faite sur des armoises. Et là, je suis vraiment curieux de voir qu'est-ce que vous pensez de cette découverte-là. Les armoises vont réagir de la même façon que ce qu'on vient de voir juste avant, une petite attaque, un type de molécule est émise, et puis une grosse attaque, une autre molécule est émise. Mais les réactions chez les autres plantes ont été testées au sein d'autres armoises. On n'a pas regardé la communication au sein d'espèces différentes, on est juste resté dans les armoises, et on a remarqué que toutes les armoises autour ne réagissaient pas exactement de la même manière. La molécule qui est émise en cas d'attaque faible ne va faire réagir autour que les plantes génétiquement proches, les plantes sœurs. En gros, les plantes qui sont issues d'une graine qui est issue du même parent. Et les plantes qui sont issues de graines de parents plus lointains, donc qui sont génétiquement plus éloignés, on pourrait dire pour nous, c'est les frères et sœurs réagissent en cas de faible attaque, mais les cousins plus éloignés, eux, ne sont pas prévenus. En fait, la plante va avoir une subtilité de langage, on pourrait traduire ça comme ça, enfin on pourrait interpréter ça comme ça, faire attention, c'est toujours des interprétations, mais on pourrait dire que la plante, si l'attaque est faible, va prévenir juste ses frères et sœurs, mais les cousins plus éloignés, ceux-là, on ne va pas forcément les prévenir. Par contre, lorsque l'attaque est forte et qu'il y a un gros risque qu'on se fasse tous attaquer, là, on va crier un message plus fort que les cousins plus éloignés vont comprendre aussi. Et on peut aussi imaginer que les autres plantes d'autres espèces vont le comprendre. Mais ce qui est intéressant, c'est que même au sein d'une espèce,
il y a là aussi des subtilités de langage et que la plante ne communique pas de la même façon avec tous les membres de sa propre famille. Je trouve ça assez hallucinant de voir que, bon, déjà les plantes sont conscientes de ce qui leur arrive, elles sont conscientes qu'elles subissent une attaque, elles savent se défendre, elles savent communiquer entre elles savent même communiquer avec d'autres espèces végétales, voire même avec des espèces animales. Et la sélection naturelle fait que les plantes communiquent de plus en plus, puisque les plantes ont un langage qui est développé pour savoir mieux se défendre. Même en cas de faible attaque, elles vont communiquer avec des plantes proches autour. Et la sélection naturelle fait que c'est ces plantes-là qui vont avoir plus de chances de se reproduire. Et donc, génération après génération, on va avoir des plantes, comme on le voit aujourd'hui, qui savent communiquer de plus en plus, de mieux en mieux. Je ne sais pas encore comment on pourra utiliser ça pour les plantes que nous, on va cultiver, pour l'agriculture, pour... Voilà, c'est énorme tout ce qu'on pourrait en faire, donc je ne sais pas jusqu'où ça pourra aller, mais perso, moi, ça me fait halluciner. Dites-moi en commentaire, vous, qu'est-ce que ça vous fait d'apprendre ce genre de choses-là? Dites-moi aussi ce que vous pensez de ce genre de vidéos, parce que c'est un peu les premières vidéos de la chaîne, donc voilà, selon vos commentaires, moi je vais faire un peu évoluer la chaîne. Mais globalement, on va quand même tourner autour de ce genre de sujet-là, où on va se baser sur des découvertes scientifiques, donc sur des publications scientifiques. Je vous avais dit d'ailleurs que je vous parlerai là des publications scientifiques, et que j'allais vous raconter vite fait moi où, comment les trouver, comment les lire. J'utilise moi déjà un moteur de recherche qui s'appelle Google Scholar. C'est un moteur de recherche qui va faire un tri avant de vous donner des résultats. Et le tri que ça va faire, c'est juste que ça va vous donner, ça va vous sortir uniquement des publications scientifiques et des choses qui sont validées par la science. Et donc ça va pas vous sortir des trucs qui viennent de sites internet un peu chelous. Voilà, donc déjà vous pouvez faire des recherches là-dessus et vous allez tomber sur des publications scientifiques. À savoir que la plupart du temps, les publications ne sont pas disponibles en entier. Là où c'est pas très grave, c'est que de toute façon, ce genre de publication est généralement illisible, entre guillemets, enfin, c'est très lourd à lire, il y a des termes très compliqués, des procédés très compliqués, mais la partie de la publication qui est disponible sans avoir de droit d'accès et sans payer, on va de toute façon avoir la partie qui s'appelle abstract et l'introduction, et en général l'introduction vous explique le cadre de l'expérience et ce qui en a découlé. Donc rien qu'avec l'introduction qui est de toute façon disponible, vous avez déjà des choses intéressantes. Moi, il y a certaines publications auxquelles j'ai accès, et quand je fais les vidéos, je vous les mets disponibles sur mon site internet. Vous allez dans l'onglet partage, dans le sous-onglet publications scientifiques, et à chaque fois que je vais faire une vidéo sur cette chaîne, je vais vous mettre en accès les publications originelles complètes. Ce que je vais faire dans certains cas, c'est que je vais vous traduire, vous résumer, vous simplifier les publications et vous les mettre en français. Je ne vais pas le faire à chaque fois parce que c'est quand même un boulot, mais voilà, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je le fasse à chaque fois, ou alors dites-moi si ça vous intéresse que je vous apprenne à le faire de votre côté à partir des publications originelles, ce qui vous permettra peut-être d'éviter mes erreurs de traduction, de simplification. Voilà, donc dites-moi ce que vous pensez de tout ça et donnez-moi vos idées. Voilà, comme je vous disais, c'est un peu les débuts de cette chaîne, donc c'est un peu grâce à vos commentaires qu'elle va se construire en fonction de vos attentes aussi. Voilà, allez, je suis au bout de cette vidéo, abonnez-vous, partagez, mettez des petits pouces en l'air, tout ça, c'est toujours sympa. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye.